Donc, je vous invite là, à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, puis Marie-Laure pourra me faire signe. Est-ce que vous préférez que je passe en mode diapo? J'ai vu que vous étiez plus en mode comme ça, là, mais... Très bien. Très bien comme ça. Comme oui. ça? OK. Oui. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler des centres de recherche universitaires. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'analyste, architecte d'affaires, mais praticien en général aussi, on devrait s'intéresser aux centres de recherche et les centres de recherche devraient s'intéresser aussi aux analystes d'affaires et aux praticiens. Donc, c'est vraiment un échange. Puis, je vais commencer par quelques définitions, puisque peut-être pas tout le monde d'entre vous connaissez là, la recherche, puis qu'est-ce que c'est des centres de recherche universitaires. Puis en deuxième partie, je vais vous parler un peu de comment profiter en fait des centres de recherche universitaires, puis des résultats de recherche qui sortent de ces centres-là, avec différentes manières là, d'interagir ou de profiter de ce qu'on fait. Donc, pour ce qui est de la première partie de la recherche universitaire, qu'est-ce que c'est la recherche universitaire? C'est en fait, puis j'étais contente, j'ai vu que sur Service Québec, il y a un thésaurus où il y a plein de définitions de termes de recherche, donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc, la recherche universitaire, c'est tous les travaux qui sont effectués au sein des facultés universitaires. Donc, moi, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'administration, qui est une faculté de l'Université Laval. Puis, l'objectif de ces travaux-là, c'est d'élargir les connaissances dans divers domaines. Donc, on a vu des connaissances qui se sont créées très rapidement sur le COVID-19, sur les virus, sur les vaccins. Donc, ça, c'est des choses très tangibles, des résultats de recherche très tangibles qui permettent d'élargir les connaissances sur le domaine de la santé, sur les pandémies et ces choses-là. En sciences de l'administration, on fait de la recherche aussi pour élargir les connaissances de ces diverses sciences-là. Donc, on peut penser au management, au système d'information, aux gestions des ressources humaines, opérations, système de décision. C'est plusieurs sciences de l'administration là sur lesquelles on travaille justement pour élargir les connaissances de la gestion des organisations. Donc, ce que vous faites au jour le jour ou encore les gens que vous accompagnez qui font de la gestion des organisations. Si on regarde un peu les liens entre la recherche universitaire et l'analyse d'affaires, si on regarde la recherche universitaire, en fait, c'est de la recherche scientifique. Donc, c'est vraiment un effort de compréhension très systématique. On utilise l'approche scientifique avec des phases très claires, très rigoureuses. On utilise des méthodes aussi systématiques pour faire de la recherche. Puis, cet effort-là, il est provoqué par un besoin ou une difficulté dont le chercheur a pris conscience. Et en sciences de l'administration, c'est souvent des besoins ou des difficultés rencontrées par les organisations. Donc, on a des organisations parfois qui viennent nous voir dans les universités en disant, on a un besoin, on a une difficulté, pouvez-vous nous aider avec vos résultats de recherche? Mais ça peut aussi être des besoins ou des difficultés qui apparaissent dans la société, comme une pandémie, par exemple. Donc, on a un besoin, on a une difficulté, puis on veut étudier ce phénomène complexe et l'intérêt du chercheur doit dépasser ses préoccupations personnelles et immédiates. Donc, on essaie de trouver des réponses à des besoins ou des difficultés sociales, sociétales, organisationnelles qui dépassent l'individu lui-même. Puis, souvent, on forme des hypothèses, puis on va les tester finalement sur le terrain. L'analyse d'affaires, ça englobe aussi un ensemble de tâches, de connaissances et de techniques, donc un effort systématique aussi pour comprendre, donc le même effort, un effort de compréhension qui est fait en recherche universitaire, vous faites un effort de compréhension en analyse d'affaires pour comprendre la structure, les politiques, le fonctionnement de l'organisation.
pour identifier les besoins ou les problèmes. Donc, vous voyez, hein, besoins, difficultés, besoins, problèmes de l'organisation. Donc, on travaille sur les mêmes choses, hein, si on veut, des besoins, des problèmes. Puis, on essaie de trouver des solutions. En tant qu'analyste d'affaires, vous êtes toujours en mode solution, hein? Donc, une fois que vous avez compris le besoin, le problème, bien, votre travail, c'est de trouver les meilleures solutions qui vont permettre à l'organisation d'atteindre ses buts. En recherche scientifique, on n'est pas nécessairement à la recherche de solutions. Parfois, on veut simplement illuminer, mettre la lumière sur un phénomène pour le comprendre, en prendre conscience. Puis, il y a certains chercheurs qui vont faire le extra mile, si on veut, hein, puis qui vont proposer des solutions aux organisations. Et donc, le travail de l'analyste d'affaires puis le travail du chercheur, bien, il y a beaucoup de parallèles à faire. On s'intéresse, hein, à des problèmes, des difficultés, des besoins. On cherche à les comprendre, puis à y trouver des solutions dans certains cas en recherche. Et vous, ben, c'est votre travail quotidien. Donc, finalement, comme je vous le disais, hein, on a plusieurs choses en commun. On utilise une approche systématique pour comprendre un phénomène, puis trouver des solutions. Voici quelques exemples, hein, de techniques qu'on a en commun. Ben, nous, les chercheurs, souvent, on va rencontrer des gens dans les organisations. On va faire des entretiens individuels avec des personnes qui expérimentent un phénomène ou qui ont des réponses pour nous aider à comprendre un phénomène. Donc, vous le faites aussi, hein, vous rencontrez individuellement des gens pour comprendre les besoins des différentes parties prenantes, par exemple. On fait aussi souvent des entretiens de groupe, des groupes focus en marketing, par exemple. Hein, la recherche en marketing fait souvent là, appel au groupe focus. Vous le faites aussi. Hein, vous rencontrez des sous-ensembles de parties prenantes ou encore des équipes multidisciplinaires que vous rencontrez pour comprendre leur réalité. Il y a les sondages par questionnaire aussi. Hein. On a, nous, ce qu'on appelle la recherche quantitative, hein, où on va développer des questions avec des échelles de Likert là, de 1 à 7, hein, donc plus ou moins d'accord, très d'accord. Et on le fait de manière très rigoureuse. On s'assure qu'on a des mesures pour les différents concepts qu'on veut comprendre. Donc, on va peut-être un peu plus loin dans la rigueur que vous en tant qu'analyste d'affaires. Parfois, vous avez des questions très précises qui peuvent être répondues par un oui pour un oui ou un non. Donc, vos approches sont peut-être plus organiques là, au niveau des questionnaires, mais ce sont des outils qu'on utilise nous aussi. On analyse beaucoup de documentation aussi. Hein. Souvent, quand on va arriver devant un phénomène, ben, on va analyser ce qu'on sait déjà de ce phénomène-là à travers des revues de littérature. Mais on peut aussi aller dans un projet de recherche, dans une organisation, faire des entretiens individuels, des sondages par questionnaire, puis aussi, ben, on va analyser la documentation, par exemple, hein, des rapports de réunions, des comptes rendus de réunions où on va analyser. On fait aussi de la modélisation, hein, on va modéliser des choses, vous le faites aussi, hein, vous modélisez des solutions, vous modélisez des processus. Donc, plein de techniques qu'on a en commun. On doit aussi avoir, on a aussi des connaissances en commun qu'on doit avoir chacun de notre côté, les chercheurs, les analystes d'affaires. On doit être fort ben, en analyse, évidemment. En synthèse aussi, hein, donc souvent on collecte une grande quantité d'informations qu'on doit ensuite synthétiser et on rédige. Hein, nous, en tant que chercheurs, on va rédiger des rapports de recherche, des articles scientifiques, on va préparer des présentations comme celle que je vous fais ce soir. Et ben, de votre côté aussi, hein, vous faites beaucoup de rédaction. Parfois, c'est laissé aux plus jeunes analystes, cette partie. Une fois qu'on a fait toute l'analyse, la synthèse, il le rédige. Ben, Patrick pourra vous en parler. Hein, il est en pleine rédaction de sa thèse de doctorat. Donc, on a des analystes d'affaires qui sont aussi des chercheurs et vice-versa. Puis là, ben, justement, je vais laisser la parole à Patrick
pour qu'il puisse vous parler de ces deux chapeaux, comme il dit souvent, de chercheur et puis de praticien, puis comment un nourrit l'autre et peut-être aussi même des confrontations internes que tu as, Patrick, que tu veux partager avec nous, mais je te laisse la parole. Donc, prends le temps de partager ton expérience parce que je pense que, comme Manon le disait au début, là, c'est souvent ce qui est recherché aussi, des partages d'expériences pratiques. Parfait. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci au professeur Marsan et à l'IBA de me permettre de m'exprimer devant vous ce soir. En fait, je vous dirais que, bon, peut-être un parcours assez typique qui m'a amené aujourd'hui, qui me met dans une situation où est-ce que je peux vous parler. Comme vous pouvez le voir aussi, doctorant, il accepte aussi ceux avec les barbes blanches, donc c'est à tout âge où est-ce qu'on peut faire des études au doctorat. Je ne sais jamais si je dois me présenter comme un jeune vieux chercheur ou un vieux jeune chercheur, mais bon, ce n'est pas le point le plus important. Mais en fait, écoutez, un parcours, ça fait déjà 20 ans que je suis dans la pratique des TI, des systèmes d'information, plusieurs années en développement de système, j'ai fait plusieurs années en sécurité de l'information. Puis, il y a 5-6 ans, comme plusieurs d'entre vous, j'ai fait un virage vers le volet analyse d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à la base, je voulais venir combler un certain fossé qu'il y avait entre le discours, le langage qu'il y avait entre les technologies et les affaires. Moi, je suis dans le contexte de l'Université Laval. Mais voyez-moi comme en pratique, avec toutes les technologies à l'UL, c'est beaucoup de gens, beaucoup de technologies qui sont impliquées. Donc, j'ai chaviré du côté, justement, des volets à faire. Puis, spécialement, c'est dans le contexte du secteur de la recherche. Donc, amener les outils adéquats pour faire de la gestion de la recherche et faire de la recherche. Donc, comprenez une bonne fois vers où je m'en allais. Ayant les deux chapeaux, c'est des contextes que je connaissais quand même assez bien. Donc, le tout m'a amené dans l'analyse d'affaires et de l'architecture d'affaires, mais tout en poursuivant aussi un doctorat. Bien sûr, le doctorat nécessite de l'investissement comme toute autre formation, mais à la question qu'on m'a demandé de vous parler un petit peu ce soir, en quoi ça m'a apporté quelque chose, je vous dirais que je vais vous présenter tout en 5 points pour être concis. Ce que ça m'a tout d'abord apporté, je vous dirais, c'est un savoir, une banque de savoir incroyable. Quand je dis de savoir, c'est des banques de connaissances, c'est des résultats d'études que je n'avais même pas idée que ça existait en fait. Avant même d'être au doctorat, avoir accès à ces informations-là, des résultats d'études, des chiffres, mais aussi des retours d'expérience. On n'est pas les premiers souvent à implanter une certaine technologie, à vouloir utiliser le big data ou d'autres facettes. Il y en a des pays qui sont souvent, des fois même en avance sur nous, ont des retours sur leur expérience d'implantation, les pitfalls, excusez-moi, les pièges à éviter, mais c'est tous des éléments qui ont été vécus dans la pratique et qui sont bien documentés dans la recherche. Donc, une mine d'or d'informations qui m'a aidé incroyablement dans mes dossiers, après ça, en pratique. Je dirais aussi que ça m'a amené une vue, une perception différente. Je pourrais même dire une autre paire de lunettes. Comment analyser les choses, comment évaluer l'échantillonnage, faire la vérification des sources. Aujourd'hui, c'est difficile, étant donné la quantité d'informations qu'on a, de bien vérifier et s'assurer ce qu'on présente, parce que, en tout cas, pour plusieurs d'entre nous, dans le métier, beaucoup des informations d'aide à la décision, bien, sur quelle information ils sont basés. Donc, c'est toute cette paire-là, cette perception-là qui s'est ajoutée, en fait, à ma perception, ce que j'avais de la pratique en supplément. Troisième chose, je vous dirais que ça m'a permis aussi de consulter, je vous dirais, des études un petit peu plus neutres, objectives. Parce que, bon, pour ceux qui travaillent en recherche, comprenez que les recherches, ça peut être à la fois des résultats positifs, négatifs ou aucun changement qui est aussi un résultat en recherche. Donc, la nature même des travaux qui sont faits sont dans un but, comme le professeur Marsan disait tantôt, souvent de comprendre et non de vendre ou de promouvoir un produit. Donc, vraiment s'assurer d'avoir des résultats qui aussi bons ou moins bons qu'ils soient, sont exposés. Ça m'a vraiment permis de voir cet élément-là. Aussi à apprendre à lire des documents scientifiques. Bien sûr, il y a moins d'images, il y a moins de bullet points, c'est plus ardu un peu à lire, mais lorsqu'on apprend à lire, puis ça c'est au doctorat, puis en étant en recherche que je l'ai appris à lire, les informations, on sait où bien où les trouver, puis venir à les exploiter pour nos propres dossiers
comme analyste d'affaires, en fait. Quatrième point, les techniques. Le professeur Marsan en a parlé beaucoup. Il n'y a pas juste les entrevues, les sondages. Puis là, c'est des techniques, vraiment un beau bagage que j'ai amené dans ma pratique pour de manière rigoureuse. Il y a plein de manières d'aller chercher l'information. Ça va aussi jusqu'à l'observation. Moi, j'ai utilisé une méthode en recherche qui s'appelle la méthode Delphi. Écoutez, une recherche à l'international, près de 12 pays sur 5 continents. Tout ça, ben, cet outillage-là que j'ai appris en recherche, je l'ai réutilisé dans ma pratique dans l'organisation à l'Université Laval et ça avait super bien fonctionné. Les gens en étaient impressionnés. Et comprenez que mon bagage, en arrière de tout ça, je suis allé le chercher en recherche pour l'amener en pratique. Puis finalement, le plus important, c'est tout l'accès aux gens, aux personnes, aux experts. Je finis là-dessus parce que je finis sur l'affaire le plus important, que ce soit un professeur, chercheuse comme Mme Marsan et bien d'autres qui en existent, avoir à côtoyer ces gens-là, dans la recherche, dans des conférences, à différents moments, les gens étudient les domaines sur lesquels on travaille. Donc, de pouvoir en parler avec un autre œil, c'est magique, puis c'est une mine d'or aussi d'informations, puis de connaître ces gens-là qui ont une autre spécialisation là, dans plusieurs contextes. Donc, pour finir, des informations supplémentaires pour mes dossiers, des arguments supplémentaires pour mes parties prenantes, parce qu'au final, on donne des informations qui sont de l'aide à la décision. Donc, des dossiers plus forts, des dossiers mieux bâtis. Bref, une boîte à outils remplie d'outils, autant de la pratique que de la recherche, parce qu'au final, sans parler d'un monde parallèle, de plus en plus, la bulle, elle est proche, d'ailleurs, pour ça qu'on a des rencontres comme aujourd'hui. Mais je vous dirais finalement, pourquoi pas se donner le maximum d'options parce que notre métier, vous le savez, il est complexe. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir une boîte à outils remplie. Alors, la recherche et la pratique peuvent nous permettre là, justement de faire face à la musique dans notre domaine. Alors, si vous avez des questions ou si jamais vous voulez me contacter pour en savoir plus, n'hésitez pas. Puis, en espérant que le tout vous a été utile de comprendre que la recherche peut vous amener beaucoup de choses pour votre quotidien dans votre travail. Merci beaucoup, Patrick. Ah, Paul-Emmanuel a la main levée. Bonjour, Paul-Emmanuel. Bonjour, Josiane. Bonjour, Patrick. Ben, c'est ça, je trouve que le profil de Patrick m'inspire beaucoup. Puis, je me demandais comment est-ce qu'il répartit son temps. Est-ce qu'il se définirait comme un chercheur à temps plein et un architecte à temps partiel ou un chercheur à temps partiel et un architecte à temps partiel? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il gère ça? Oui. En fait, je dirais que ça dépend de quelle partie de la journée on parle. Non. En fait, c'est sûr certain que à la base, puisque j'ai toujours eu un emploi, puis je suis à l'Université Laval aussi depuis 2007, le tout s'est fait en parallèle. Puis, je dirais qu'une bonne fois, la recette, c'est que le tout, c'est comme fusionner ensemble. C'est que l'un n'est pas venu à contresens de l'autre aussi, ou est-ce que dans l'organisation, de toute façon, on favorisait aussi le développement. Fait que si ce n'est pas ces cours-là que je prenais, c'est d'autres choses. Donc, c'est sûr que ça a fallu une certaine gestion de temps. Mais c'est sûr qu'une bonne fois, mon chapeau, il a fallu, une bonne fois, je le répartisse bien, à la fois comme praticien, des fois, puis comprendre le monde de la pratique, des fois de chercheur, mais de plus en plus, les deux sont venus à se confondre l'un et l'autre. Puis je dirais que j'ai une habileté à changer un peu ma casquette, mais à les mettre un peu ensemble. Donc, est-ce que je suis plus l'un ou l'autre? Je dirais que maintenant, je me considère comme un hybride parce que je me sers de l'un et l'autre, en fait. Autant aussi mes connaissances, parce que je ne l'ai pas parlé dans l'autre sens, mais puisqu'avec le professeur Marsan, on est allé à des conférences en Europe pour faire des interviews sur des praticiens en open source, vous comprenez que mon background technologique m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans les interviews avec eux autres. Fait que mes deux mondes sont venus à se fusionner. Après ça, c'est de la gestion de temps, puis les bénéfices sont tellement grands des deux côtés. Donc, moi, j'ai décidé qu'une bonne fois, le tout se fondait l'un à l'autre, puis toujours dans un contexte là, de vie professionnelle et de vie de chercheur. Là. Super, merci. Merci. Oui, puis d'ailleurs, Patrick avait fait une présentation beaucoup plus longue dans une de nos conférences au Carré des Affaires, architecture et... non, c'était une autre, c'était celle bon, je me rappelle plus, mais en tout cas, on avait fait une conférence beaucoup plus longue. Patrick avait fait une présentation
trentaine de minutes là, sur ça, là, justement, là, le doctorat, puis comment conjuguer travail et doctorat. Mais on en a de plus en plus des étudiants de doctorat qui font des études à temps partiel. C'est sûr que ça prend plus de temps. Hein. En moyenne, à temps plein, c'est 5 ans un doctorat, donc à temps partiel, ben ça prend plus de temps. Mais je pense que, comme je le disais aussi au départ, là, avant que tout le monde arrive, les étudiants qui font de la recherche et qui sont analystes d'affaires sont très bons parce qu'ils comprennent vite là, comment collecter des données, comment analyser, puis justement là, amènent des fois des approches, des techniques de la pratique vers la recherche, puis vice-versa. Donc, si vous avez un profil d'analyste d'affaires et que la recherche vous intéresse, là, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau là, en venant travailler dans un centre de recherche ou en faisant un doctorat. Parce que Patrick, en fait, il est membre étudiant du CERTIA, du centre de recherche dont je fais partie. Puis, on a plusieurs membres étudiants aussi qui sont sous la direction là, de nos membres professeurs au CERTIA. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrick avant qu'on continue? Super, bien, merci beaucoup Patrick. Puis pour la suite, Patrick, là, si jamais tu veux intervenir, il y a quelque chose que je dis qui t'interpelle, n'hésite pas. Puis si vous avez des questions ou même partage d'expérience, hein, les autres participants aussi, n'hésitez pas. Donc, on a parlé de recherche. Des liens entre la recherche et l'analyse d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que c'est un centre de recherche universitaire? Bien, c'est un établissement où sont regroupées des activités de recherche, hein, tout simplement. Puis, des activités de recherche, ben oui, il y a des projets de recherche eux-mêmes. Hein, donc, on a une question ou une hypothèse qu'on veut tester. Puis là, ben, on va collecter des données, on analyse, puis on essaie de trouver une réponse. Mais ça peut aussi être des activités de partage de connaissances créées dans des projets de recherche. Donc, on en fait régulièrement là, au Carré des affaires des présentations où les chercheurs viennent présenter à d'autres chercheurs et ou à des praticiens comme vous des résultats de recherche. Je vais vous parler aussi des contrats de recherche tout à l'heure. Donc, on peut faire, oui, de la recherche là, qui provient d'intérêts que le chercheur a. Il imagine lui-même hein, une question à laquelle il veut répondre, mais on peut aussi faire de l'accompagnement et de la recherche très appliquée dans les organisations à travers des contrats de recherche. Donc, un centre de recherche, c'est vraiment une structure hein, qui regroupe des chercheurs de divers niveaux, hein, comme on disait, des professeurs-chercheurs, des étudiants-chercheurs qui ont des projets et qui les mènent à terme et qui ensuite partagent les résultats. Donc, un centre de recherche universitaire, c'est un centre de recherche qui est affilié à une université. Donc, par exemple, là, le Centre de recherche en technologie de l'information et affaires, le CERTIA, qu'on a créé en 2019, il est affilié à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, qu'on appelle affectueusement FSAU Laval. Donc, Patrick est un étudiant de doctorat à FSAU Laval. Je suis une professeure-chercheur à FSAU Laval et une gestionnaire depuis peu. Donc, un chercheur dans une université peut décider de créer son centre de recherche et de le faire reconnaître là, par sa faculté ou son université. Je vois Patrick qui sourit. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Patrick? C'est bon. Donc, je vais vous amener sur le site du CERTIA, justement. Bon, mon lien, est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Non, c'est qu'il y a des gens qui me faisaient référence à mon parcours, mais aussi il y a bien des gens qui sont ici, à la fois été des étudiants, à la fois ça fait plusieurs vies qui s'entremêlent tous ensemble. Alors, c'est très bien. Effectivement. CERTIA fait ça. Je vais aller sur le site, puis je vais vous repartager mon écran parce que je crois que je dois refaire un partage quand je change. Ici, vous me dites si vous voyez. Oui, on voit très bien. Super. Donc, le CERTIA, comme vous voyez, on est sur le site de l'Université Laval, la Faculté des sciences d'administration. Puis, quand vous arrivez
à l'Université Laval, du moins, là, sur la page d'un centre de recherche ou d'autres structures de recherche, on a aussi des groupes de recherche, des chaires de recherche. Ben, vous avez toujours là, la présentation de pourquoi est-ce que ça existe, ce centre-là. Donc, nous, en 2019, ça faisait déjà un bout de temps qu'on réfléchissait à un centre de recherche qu'on voulait fonder. J'avais à ce moment-là des collaborations avec le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, qui me partageait des problématiques, des besoins qu'ils rencontraient. Puis, on a dit, on voit de plus en plus que les TI puis les affaires, c'est de plus en plus sont appelés de plus en plus à collaborer. Hein. C'est plus deux solitudes dans l'organisation. Le département TI qui est comme tout seul, puis les affaires qui font leurs affaires, puis on se parle pas trop. Puis les TI essayent parfois d'imposer des solutions aux affaires. Donc, on a vu que ce maillage-là entre les TI et les affaires, c'était devenu vraiment un incontournable, que la transformation numérique était une réalité qui était de plus en plus incontournable aussi, puis que les organisations avaient souvent à intégrer des nouvelles technologies, mais à aussi conserver des systèmes patrimoniaux, puis de faire fonctionner des systèmes comme ça multigénération, puis que c'était très compliqué. Et donc, on a dit, nous, on a à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'administration, des chercheurs en système d'information qui s'intéressent à ces problématiques-là. Donc, pourquoi pas fonder un centre de recherche, autour de ça. Donc, transformation des organisations, innovation avec les TI dans l'organisation. Puis, on a voulu créer un centre qui, à la base, vient justement répondre là, à des problématiques réelles auxquelles les organisations font face, et donc pas un centre de recherche déconnecté là, de la pratique, mais vraiment une co-création avec les praticiens. Donc, un centre de recherche, essentiellement, ça forme de la relève, donc des étudiants comme Patrick Marois qui vont peut-être devenir des professeurs-chercheurs eux-mêmes. On forme aussi des étudiants qui choisiront pas de continuer en recherche, qui vont aller travailler dans les organisations. Donc, on forme la relève en affaires et TI. On développe aussi des formations continues. Je vous parlais du carré des affaires tout à l'heure. Donc, on développe des formations sur mesure. Justement, avec Manon et Paul-Emmanuel, on développe une formation sur l'analyse d'affaires actuellement. On fait aussi des veilles, des revues de littérature pour les organisations. Par exemple, on a eu Technologia, qui est un groupe qui donne des formations pour les informaticiens qui nous ont approchés en nous disant, on réalise qu'avec la transformation numérique, ça transforme aussi les compétences qui sont nécessaires pour les informaticiens, mais on ne sait pas trop quelles sont ces compétences-là qui sont recherchées maintenant chez les gens plus techniques. Donc, est-ce que vous pouvez, le CERTIA, nous aider à trouver des réponses sur c'est quoi les nouvelles compétences qui sont recherchées? Donc, on a fait une revue dans la littérature scientifique et praticienne pour Technologia, et on leur a livré un rapport où on leur disait, voici quelles sont les nouvelles compétences qui sont requises pour les informaticiens. Puis ça leur a permis de mettre à jour tout leur portfolio de formation. Ils sont venus d'ailleurs faire un partage d'expérience lors du lancement du CERTIA en disant que ça les avait vraiment amenés à revoir toute leur formation, puis qu'ils avaient beaucoup de succès avec ces nouvelles formations qu'ils avaient développées grâce à notre recherche de la littérature. On fait aussi, comme je vous disais, de la co-création de questions de recherche à approfondir, de créer des nouvelles connaissances avec les organisations pour faire avancer justement les pratiques puis les prises de décision dans les organisations. Et on fait des activités de partage de connaissances. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est une activité de partage de connaissances. Je ne viens pas vous partager les résultats de mes recherches,
mais ça aurait pu être le cas, hein. Donc, on a fait récemment, par exemple, des présentations à Revenu Québec sur une étude qu'on a fait sur le télétravail, puis l'adaptation qui a eu lieu chez les gens en télétravail. Donc, on a fait une présentation pour eux. Puis, on organise aussi des conférences régulièrement là, au Carré des affaires, les fameuses conférences affaires et architecture organisationnelle où je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà participé. Donc, c'est le CERTIA qui organise ces activités-là. Donc, typiquement, les centres de recherche, c'est ce qu'on fait, hein, de la recherche, de la formation, des projets de recherche avec les organisations et on organise des activités. Puis, chaque centre a des axes prioritaires sur lesquels ils concentrent leurs activités. Puis nous, ben, on a choisi ces 3 axes-là selon les besoins qu'on ressentait, que les organisations avaient, mais aussi nos propres compétences, hein. Donc, dans une université, il y a plusieurs expertises, mais on n'a pas toutes les expertises du monde, hein. Donc, parfois, on va chercher aussi dans d'autres universités des collègues qui ont des expertises complémentaires, qui viennent travailler au CERTIA. Mais donc, ces 3 axes-là, ce sont les axes qui ont été là, qui sont basés sur nos expertises actuellement au département SEO à la FSA. Donc, technologie de l'information émergente pour les affaires. Donc, on a Rohit Nishan, qui est un professeur adjoint qui est maintenant agrégé. En fait, il a eu sa promotion récemment au département SEO. C'est lui qui est responsable de cet axe-là. Puis, tous les projets qui sont associés à cet axe peuvent aider les organisations à identifier puis observer l'émergence des nouvelles technologies pour les affaires, réfléchir à leur adoption éventuelle. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on devrait les adopter? Pour quelles raisons? Donc, tous les discours qui accompagnent les nouvelles technologies, puis les tendances de diffusion de ces technologies-là dans les organisations, ben, Rohit est responsable de ces projets-là. On a aussi Mathieu Templier, qui est professeur agrégé au département SEO, qui est responsable de l'axe gestion fondée sur les découvertes scientifiques en TI et affaires. Puis, tous les projets qui sont associés à cet axe-là peuvent aider les organisations justement à profiter du bagage de connaissances scientifiques qui a été accumulé à travers les années pour orienter les réflexions, les décisions dans les organisations. Donc, je vous parlais là, de Technologia qui a fait appel au CERTIA pour avoir une revue de littérature sur tout le bagage de connaissances à propos des compétences des informaticiens. Et ça, c'est un exemple de projet qui tombait sous cet axe-là. Et on a Moustapha Cheikhamar qui est professeur agrégé, lui aussi, je crois qu'il a eu sa promotion récemment, qui s'intéresse, lui, beaucoup à toutes les technologies de l'information pour la transformation des organisations puis l'innovation. Donc, dans cet axe-là, les projets servent à aider les organisations à identifier ces occasions d'innovation puis de transformation et à les mener à bien. Donc, planifier, exécuter, suivre leurs initiatives d'innovation et de transformation dans l'organisation. Donc, on a, par exemple, un projet au CERTIA où, avec des compagnies d'assurance, on regarde comment la transformation numérique est perçue par les employés de première ligne qui répondent aux clients. Et on a fait une grande étude par questionnaire pour comprendre là, comment est-ce qu'ils perçoivent ces transformations-là qui s'en viennent, comment est-ce que ça les affecte dans leur travail, puis comment les gestionnaires en ressources humaines peuvent les aider aussi. On a fait des focus group avec les gestionnaires RH des compagnies d'assurance. Donc, c'est un exemple d'études qu'on peut faire sous cet axe-là. Puis, on leur a donné des recommandations là, sur comment accompagner les employés de première ligne dans la transformation numérique. Patrick, par exemple, lui, sa thèse de doctorat porte sur les logiciels open source, les communautés open source, puis l'implication des entreprises dans ces communautés-là. Donc, ça pourrait tomber sous l'axe innovation et transformation organisationnelle avec les TI. Pas nécessairement très clairement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des axes prioritaires. Donc, il s'agit, le CERTIA, vraiment d'une structure flexible, rassembleuse,
Puis la programmation est décidée conjointement là, avec les partenaires, puis les acteurs qui sont impliqués. Donc, on ne se limite pas à ça ici. Donc, tout ce qui concerne les TI et les affaires, c'est des choses qui nous intéressent. Puis, on a plusieurs membres, donc la plupart étant des professeurs de FSAU Laval, mais on a aussi des professeurs du département SEO, mais aussi de management. On a aussi des professeurs qui viennent d'autres universités, donc le SK School of Management en France, on a un professeur de là. Puis, on a tous nos étudiants qui ont différents projets. Donc, vous voyez, hein, on a une étudiante au doctorat sur mesure en système d'information et archivistique qui s'intéresse aux compétences en gestion de l'information documentaire au 20e siècle. Catherine Bourg-Barrette, que vous connaissez peut-être, qui est à la SAAQ, qui fait un doctorat à temps partiel, elle aussi, sur la gouvernance des TI par les conseils d'administration. On a des projets sur les données ouvertes, sur la transformation numérique des méta-organisations. Donc, par exemple, l'IBA pourrait être considéré comme une méta-organisation puisqu'il y a plusieurs organisations qui en sont membres. On a aussi des étudiants qui s'intéressent à la post-implantation des technologies de l'information. Donc, ça, c'est des questions de recherche qui nous intéressent de plus en plus. On s'intéresse beaucoup à l'adoption des technologies de l'information, mais une fois qu'elles sont implantées, qu'est-ce qui arrive? Un autre étudiant qui s'intéresse à l'intelligence artificielle pour relever le défi post-pandémique. Donc, vous voyez là que c'est très varié. Hein. Puis, donc, on a depuis 2019 des membres aussi qui ont diplômé, des membres étudiants qui sont maintenant soit chercheurs ou qui travaillent dans des organisations là, privées ou publiques. Puis, vous pouvez voir toutes nos publications aussi. Donc, je vous disais hein, que souvent, on produit des écrits en sciences. Nos chercheurs produisent des écrits. Puis, vous pouvez voir, vous pouvez chercher ici là, tout ce qui a été publié par nos membres. Donc, dans des articles dans des revues scientifiques. Patrick disait tout à l'heure qu'il faut apprendre à lire des articles scientifiques. Hein, c'est pas évident, c'est pas des rapports de Gartner. Là, donc, c'est pas nécessairement des choses que vous voulez lire, mais on peut vous résumer hein, ces articles-là. On a aussi des rapports de recherche ou des chapitres d'ouvrages aussi, des communications qu'on a fait dans des conférences. Puis, je voulais vous montrer nos rapports de recherche ici. Vous voyez que ça ici, quand on dit un rapport de recherche, c'est qu'il y a une organisation qui nous a approchés pour avoir un rapport sur une question qui les intéressait. Donc, par exemple, la présence des jeunes au conseil d'administration des entreprises québécoises. On a un chercheur qui a fait une étude là-dessus. On a celui-là ici, justement, ça c'est notre projet là, avec les compagnies d'assurance où on a regardé là, comment l'intelligence artificielle puis les nouvelles technologies affectaient le travail des employés de première ligne. Qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez l'état du transfert des connaissances chez les jeunes fonctionnaires du Québec. Donc, c'est un rapport qui a été produit pour le Forum des jeunes du gouvernement du Québec. On a aussi le secrétariat du Conseil du Trésor qui a fait appel à nous là, pour qu'on fasse une étude sur le télétravail au début de la pandémie pour voir, eux, à l'interne du gouvernement, là, comment ça se passait. Donc, il y a un questionnaire qui a été envoyé à tous les employés du gouvernement. Puis, il y a le Barreau du Québec, un autre type de partenaire qu'on a eu. Puis, on a récemment aussi un autre exemple, hein, une association professionnelle, l'AMVOC, l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec, qui voulait faire une enquête de satisfaction client en contexte de transformation numérique, puis ils ont fait appel à nous. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le groupe informatique Technologia, où on leur a fait une revue de littérature sur les compétences
en TI et affaires à l'ère de la transformation numérique. Le CECAN, le Centre québécois d'excellence numérique, on a un partenariat avec eux de 3 ans, puis ils font appel à nous pour différents projets. Donc, ils ont développé un outil de mesure de la maturité numérique organisationnelle. On a participé 2 étudiants et 2 professeurs-chercheurs du CERTIA. On les a accompagnés là-dedans. Donc, vous voyez là, que autant on a des projets de recherche qui sont initiés par des chercheurs que des projets de recherche qui sont initiés par des organisations qui nous approchent avec des questions. Puis, évidemment, il faut qu'on ait l'expertise et le temps pour le faire, mais on peut signer des contrats de recherche comme ça. Et finalement, vous voyez aussi que on a nos nouvelles régulièrement. Donc, vous voyez que GFT récemment a donné 125 000 $ pour soutenir l'enseignement et la recherche dans le domaine de la cybersécurité. C'est Ager Kishin, qui est la co-directrice du CERTIA, qui a obtenu ce fonds. Donc, encore une fois, des liens. GFT est le partenaire de l'IBA, donc vous voyez que on est dans les mêmes eaux. Puis, on a, si vous voulez revoir notre lancement, justement, où on a des partenaires qui sont venus partager leurs expériences, vous pouvez le voir. Puis, quand on publie des articles aussi, habituellement, on va l'annoncer. On annonce nos projets de recherche aussi et des résultats préliminaires qu'on partage, des projets de recherche auxquels on vous invite à participer aussi. Donc, vous pouvez nous suivre. Puis ça, c'est un exemple d'un centre de recherche parce qu'il y en a plein. Je vais vous en présenter d'autres, pas avec autant de détails par la suite. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oh mon Dieu, oui, il y a des mains levées. Patrick? Vous voulez intervenir peut-être? Oui, je vais intervenir sur un point qui est important. Puis je dirais, sans parler d'un mythe, mais une perception que plusieurs personnes me parlent encore, c'est moins le cas aujourd'hui, mais m'assurer avec vous que tout ça est bien enlevé, c'est le fait que, comme vous avez pu le voir, on a souvent la perception aussi dans le monde de la pratique que la recherche, elle est souvent toujours sur des résultats très théoriques. Et comme tout ce que le professeur Marsan vient de vous le dire, il y a des éléments, surtout quand on étudie nos phénomènes qui, nous, en système d'information, sont très proches de la pratique, puis des phénomènes à la pratique. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est que le chercheur, la chercheuse a à produire, oui, des éléments qui vont faire avancer les connaissances de la science. C'est un de ses objectifs. Mais de plus en plus, et professeur Marsan, vous corrigerez, de plus en plus aussi, dans toutes les subventions, les volets, puis l'importance est à donner aussi à un deuxième point, qui est le retour, la contribution à la pratique. Donc, vise les 2 objectifs, l'avancée de la science, peut-être plus théorique, mais justement après ça, que ces formations-là soient retournées vers la pratique. Ce qui amène, on avait présenté à la semaine du numérique ou certains volets, puis des éléments très proche du terrain, des éléments que vous connaissez. Donc, éliminons le volet qui c'est uniquement de la volet uniquement théorique, surtout dans notre domaine à nous. Ce qui m'amène justement à vous donner un exemple. Puis, pour répondre à la question de Paul, ça tombe bien parce que je voulais amener cet exemple-là. Il y a un étudiant à la FSA qui était l'étudiant de professeur Marsan, mais aussi de Templier, qui s'appelle Patrick Tavera, qui est chez Desjardins, a produit un travail de recherche qui était sur le métier d'analyste d'affaires ou une profession, c'est ça qui analysait, mais justement toutes les compétences à avoir puis à développer. Écoutez, moi, je m'en ai servi dans la pratique parce que j'étais une gestionnaire d'une équipe d'analyste d'affaires, puis je te demandais donc quelles compétences ou quelle formation aller prendre. Magiquement, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus sur les écrits, les compétences, tout ça. Vous pouvez voir le retour sur investissement direct qu'on a eu par cette étude-là. Oui, il y en a sur aussi les métiers, les compétences à avoir. Puis comme lecture pour nous-mêmes, c'est très intéressant. Mais juste éliminer l'aspect que c'est uniquement théorique, que c'est très proche du terrain, puis des expériences que vous vivez, là. Oui, parce que maintenant, on ne peut plus avoir du financement de recherche parce que juste pour vous mentionner, là, le gouvernement investit dans l'enseignement universitaire, mais la recherche universitaire, c'est les chercheurs eux-mêmes qui doivent aller chercher des subventions. Donc, on participe à des concours internationaux, nationaux, provinciaux pour aller obtenir du financement de recherche. Et pour obtenir ce financement-là, les organismes subventionnaires exigent que oui, on crée de la connaissance scientifique, mais qu'on ne reste pas dans nos tours d'ivoire, là,
puis qu'on sache déjà, on prévoit déjà des retombées pour la pratique, puis qu'on prévoit déjà des activités de transfert de connaissances, puis ils peuvent nous subventionner ces activités-là même. Là. Donc, il faut maintenant absolument démontrer l'impact scientifique et l'impact pratique de nos recherches. Effectivement, Patrick, merci beaucoup pour ça. Marie-Laure, tu avais la main levée? Où ça va? Elle est rebaissée. C'était la question à laquelle Patrick a répondu. C'est Paul Emmanuel qui demandait est-ce qu'il y a des travaux publiés en lien avec le métier d'analyse d'affaires? Oui, ben c'est ça. En fait, Patrick est étudiant de doctorat, mais on a aussi des membres au CERTIA qui sont des étudiants de maîtrise avec mémoire. Patrick Tavera, c'est un analyste d'affaires, puis il a fait sa maîtrise avec mémoire avec des professeurs du CERTIA. Puis sa question de recherche, c'était justement est-ce que l'analyse d'affaires, c'est une profession? Est-ce que c'est une pratique? Puis qu'est-ce que ça prend comme compétences, connaissances, habiletés pour être un analyste d'affaires? Donc, on a aussi eu des discussions avec l'IBA international pour un autre projet où on avait un étudiant qui s'intéressait à l'analyse d'affaires, puis il disait, je suis allé voir sur le site de l'IBA, puis il parle de différents défis qui sont rencontrés par les analystes d'affaires. Puis, on aimerait ça, il nous disait, j'aimerais faire un projet pour les aider. Donc, on a eu quelques échanges là, avec l'IBA international sur des projets de recherche qui pourraient les intéresser. On n'a pas, la pandémie a fait qu'on n'a pas continué, là, mais si vous avez des idées de projets de recherche qu'on pourrait faire pour aider la profession, là, on est bien ouvert à ça, Paul-Emmanuel. Donc, ce centre de recherche fait partie, comme je vous disais, qu'il est affilié à FSAU Laval. Puis, FSAU Laval, on a 2 accréditations internationales qui nous placent parmi le 1% des meilleures écoles de gestion au monde, donc les business schools de ce monde, pour la qualité de l'enseignement, mais aussi de sa recherche. Donc, ça veut dire qu'on a des sauts de qualité, là, comme quoi nos chercheurs sont parmi les tops dans le monde. Puis, si vous faites appel à nos chercheurs, bien, vous êtes assuré qu'on a une expertise, une rigueur qui est reconnue là, mondialement. Puis Laval, en 2020-2021, je vous disais qu'on obtient de l'argent pour faire des recherches à travers des subventions, des partenariats avec des organisations aussi, puis des contrats de recherche. Puis, ça représente en 2020-2021 9 millions qui ont été obtenus par 120 chercheurs et chercheuses de la FSAU Laval, puis près de 300 publications qui ont été produites à FSA. Ici, je vous amenais vers... Bon, je pense que je vais partager mon écran, ça va être mieux. Vous allez tout voir ce que je fais. Donc là, vous voyez publication, thèse et documents de travail. Oui. Donc ça ici, c'est publiquement accessible. Hein. Vous pouvez voir toutes les publications. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le répertoire de publications. Mais ça ici, c'est pour toute la faculté au complet. Donc, tous les centres de recherche de la faculté, que ce soit management, marketing, opération, système de décision. On a aussi le répertoire des thèses. Donc, vous pouvez chercher par le nom de l'étudiant, son année de diplomation ou son directeur de recherche pour trouver des thèses qui ont été effectuées à FSAU Laval. Et puis, on a une nouvelle page sur les activités de recherche aussi, où vous pouvez chercher, par exemple, avec le mot-clé, on pourrait chercher technologie. Je ne sais pas s'il va sortir quelque chose. Pour voir là, les projets en cours qui portent sur les technologies. Donc, vous voyez qu'on a 10 activités où il y a dans le titre ou quelque part le mot technologie. Donc, vous pouvez voir les projets en cours
ou qui sont terminés. Donc, je crois que ceux-là, c'est seulement les projets en cours qui sont subventionnés. Donc, vous voyez que MITAX, les fonds de recherche du Québec, Société et Culture, des fonds internes de l'Université Laval, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a financé certains projets. Et là, ben, vous voyez qui sont les professeurs aussi qui sont impliqués, les chercheurs impliqués. Donc, si ces projets-là vous intéressent, ben, vous pouvez contacter les chercheurs pour avoir accès aux résultats de ces recherches-là ou encore pour participer au projet aussi s'ils sont en cours. Donc, vous avez des informations sur la recherche qui se fait à FSAU Laval à travers ce lien. On a aussi, j'étais déjà là, donc je vais y aller. Vous voyez ici, le CERTIA, c'est un parmi tant d'autres. Donc, on a des centres d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail, en gouvernance de société, commerce de détail, marketing numérique, modélisation, décision, mobilité urbaine intelligente et durable, les communautés intelligentes. On a des groupes de recherche, des laboratoires, par exemple, sur la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises, c'est notre expertise numéro 1, en fait, à FSAU Laval. C'est les articles qui sont produits, les projets de recherche en responsabilité sociale des entreprises, on en a vraiment beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a cette expertise-là. Puis, on a aussi des regroupements interuniversitaires. Donc, de plus en plus, on a ça. Des grands centres de recherche qui regroupent plusieurs universités et parfois même internationaux. Donc, le CERTIA, c'en est qu'un. Il y en a plusieurs autres. Puis, on a aussi ce qu'on appelle des chaires de recherche qui sont des expertises très, très, très poussées. Donc, vous voyez, logistique intégrée, l'internalisation du développement durable, la responsabilité des organisations. Donc, on en a vraiment beaucoup de structures de recherche qui peuvent répondre à toutes sortes de questions sur toutes sortes de thématiques. Donc, je vous invite là, à les visiter. Puis ça, c'est seulement à FSAU Laval. Il y a toutes les autres facultés, sciences et génie, département d'informatique, d'autres universités. Moi, je viens d'HEC Montréal, j'ai été formée à HEC Montréal. Je suis encore associée à la chaire de recherche en santé connectée de l'université de HEC Montréal. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres de recherche universitaires, de structures de recherche universitaires qui peuvent vous aider à répondre à des questions ou à trouver des informations. Donc, justement, de profiter de la recherche universitaire. Puis, il y a tout un continuum. Donc, on peut faire de la consommation en tant qu'analyste d'affaires de preuves scientifiques, de connaissances qui a été créée dans les centres de recherche. Et puis, comme le disait Patrick, de monter vos dossiers d'affaires en supportant vos choix ou vos suggestions par des preuves scientifiques. Donc, ça, c'est, disons, la manière la plus simple et la plus éloignée du chercheur. Vous consommez des résultats de recherche publiés. Vous pouvez participer vous-même à des projets de recherche. Donc, en tant qu'analyste d'affaires, si on a justement, Paul Emmanuel, un projet où on veut étudier qu'est-ce que ça prend pour être un bon analyste d'affaires dans des transformations numériques, on pourrait démarrer un projet de recherche puis inviter les analystes d'affaires à participer. On peut aussi avoir les contrats de recherche. Donc, votre organisation décide qu'il y a une question sur laquelle il faut se pencher, puis que actuellement, il n'y a peut-être pas de réponse dans la littérature scientifique. Donc, on va co-créer une question de recherche avec un chercheur ou une équipe de chercheurs dans un centre de recherche. On signe un contrat. On en signe tous les jours à peu près, nous, des contrats. Maintenant, je suis vice-doyenne à la recherche, donc c'est moi qui les signe pour les 120 chercheurs de la faculté. Mais des contrats de recherche, on en a régulièrement là, avec des entreprises, des ministères, parfois même des individus. Et là, on travaille ensemble là, vraiment là, pour trouver une réponse à la question.
Puis, vous pouvez aussi parrainer ou avoir des partenariats avec les centres de recherche où là, ben, vous allez faire comme un don finalement. Hein. Vous dites, ben, moi, le CERTIA, j'y crois, je veux que ça fonctionne, donc je vais faire un don au CERTIA, puis ils l'utilisent comme ils veulent pour leur projet, puis on espère des retombées éventuelles. C'est ce que GFT, par exemple, a fait avec Ager Keshin. Hein. Donc, ils ont signé un partenariat, puis ils vont travailler sur la cybersécurité. Quand on signe une entente de partenariat, le partenaire, qui est l'organisation, l'entreprise, le ministère, siège sur le comité de direction du centre, puis donc peut influencer quand même d'une certaine manière l'utilisation des fonds qui sont donnés. Donc, on a une fondation à l'Université Laval. Hein, le don se fait à travers la fondation, arrive vers le chercheur ou le centre de recherche et on forme un comité de direction là, qui est composé de chercheurs et de praticiens et des membres du donateur, bien sûr. Donc, plus on monte, plus on a de contact avec le chercheur hein, ou avec les équipes de recherche, avec le centre. Donc, on peut s'impliquer de différentes manières. Donc, pour les deux premières, ben, il n'y a pas d'investissement à faire autre que du temps. Hein? Donc, mais quand on parle de contrat de parrainage, ben là, il y a un financement qui vient avec ça. Donc, je vous en ai parlé un peu déjà, là, des exemples de gestion basée sur les preuves scientifiques, Technologia, hein, qui est venu... ça, c'était même un contrat. Hein? C'était eux font de la gestion basée sur les preuves scientifiques. Maintenant qu'on leur a donné le résultat du contrat de recherche qu'ils sont venus signer avec le CERTIA, ça leur a permis de revoir leur portfolio de produits. On a aussi des exemples de gestion basés sur les preuves scientifiques où, dans le fond, on a des praticiens, par exemple, qui nous disent oui, j'ai lu votre article, professeur Marsan, sur le télétravail, puis ça nous a permis de prendre des décisions sur le retour éventuel, tu sais, de est-ce qu'on fait ça à 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, on continue à distance ou pas. Et donc, on ne s'est jamais rencontrés. Hein, ils sont tombés sur mon article, ils l'ont lu, puis ils ont pris des décisions, puis ils ont changé leur manière de faire dans l'organisation sur la base de ces preuves scientifiques-là. Donc, ici, c'est vraiment sans aucune interaction. Puis, j'ai su par la suite qu'ils avaient utilisé mon article pour changer leur manière de faire. Donc, ça, ben, vous pouvez le faire vous-même. Hein, vous pouvez chercher dans la littérature scientifique. Vous connaissez peut-être Google Scholar, qui est un répertoire d'articles scientifiques auxquels vous pouvez accéder. Donc, par exemple, on pourrait regarder est-ce qu'il y a des articles qui ont été écrits sur l'analyse d'affaires récemment. Business Analysis, ben là, vous voyez que ça nous retourne un livre qui a été écrit par des chercheurs. On voit même, qu'est-ce que c'est celui-là? C'est le Babok, hein? Le Babok est là. Étrange. Vous voyez d'autres livres encore, souvent qui sont écrits par des chercheurs. On a des articles Business Process Management Journal que vous connaissez peut-être, la revue sur la gestion des processus d'affaires qui vous permet d'accéder à l'article ici à travers Emerald, qui est un éditeur scientifique. Donc, vous voyez ici qu'on a les détails de l'article, puis je pense que celui-là, vous avez même accès au texte au complet, oui. Donc, vous pouvez aller lire cet article-là. C'est un article scientifique, hein, donc comme disait Patrick, ça peut être un peu aride. Souvent, en tant que chercheur, en tant que praticien, vous allez vous concentrer sur l'introduction. Donc, vous allez lire sur quelles sont les questions de recherche. Donc, vous voyez ici, est-ce que les techniques d'analyse d'affaires utilisées pour les projets de business reengineering, et est-ce qu'il y a des évidences que
le business engineering affecte une ou plusieurs dimensions. Là, il faudrait lire ce qui les amène à se poser cette question-là. Puis est-ce que certaines techniques sont meilleures pour diagnostiquer des problèmes de certaines dimensions? Est-ce qu'il y en a qui sont plus utilisés que d'autres? Donc là, ben, vous pouvez passer la revue de littérature. La revue de littérature, ça, c'est plus pour les chercheurs. Mais vous pouvez arriver rapidement aux résultats et voir, ben, mais vous voyez, eux, ils ont fait une étude de cas. Donc, ils sont allés voir une ou plusieurs organisations. Ils ont étudié 12 projets. Et là, ben, ils vont nous donner les résultats, les findings ici. Vous voyez, les résultats sont là. Et puis ensuite, ils discutent les résultats. Donc, souvent, les résultats bruts, peut-être ça vous intéressera pas, mais la discussion que les chercheurs en font par la suite peut vous intéresser. Et ben, de plus en plus, on demande aux chercheurs aussi de vulgariser les résultats de leurs recherches pour essayer justement de ressortir de ces articles très scientifiques et très arides les leçons principales pour les praticiens et de faire des petits articles plus courts, vulgarisés, plus accessibles, qui sont publiés dans des blogs ou dans des magazines pour praticiens. Le réseau Action TI récemment me disait ben si vous avez des articles de scientifiques vulgarisés du CERTIA, nous, on pourrait les publier sur notre site. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait de plus en plus. Donc, non seulement on nous demande de développer des projets de recherche qui vont avoir un impact sur la pratique, mais on nous demande aussi de faire l'effort de vulgariser les résultats de ces recherches-là. Donc, Google Scholar peut vous aider à trouver des articles, mais vous pouvez aussi faire appel à des centres de recherche pour les faire, ces revues-là, pour vous. Donc, plutôt que vous-même trouver les articles, les lire, les résumer, bon, ben, on peut le faire pour vous, comme on le fait pour Technologia. Dans certaines organisations, il y a déjà ça. Hein. Vous avez des fois des centres de recherche internes. À Revenu Québec, par exemple, je sais qu'ils en ont un gros où il y a des gens qui sont capables de lire ces articles-là puis qui peuvent vous faire les résumés. Mais ce n'est pas dans toutes les organisations qu'il y a ça. Donc, les centres de recherche universitaires peuvent vous aider là-dedans. Puis là, ben, on a cherché business analysis, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. Là. Il y a de la recherche qui se fait sur tout. Maintenant, vous pouvez aussi participer à des projets de recherche. Si vous me suivez sur LinkedIn, ben, vous avez vu passer un lien qui vous permettait de répondre au questionnaire sur le télétravail qu'on a envoyé au début de la pandémie. Donc, vous pouvez participer à des projets de recherche, puis je vous invite à le faire, hein, parce que plus on va avoir de réponses dans nos projets de recherche, bien, plus nos résultats vont être représentatifs de la réalité. Donc, quand on vous demande de participer à un projet de recherche, vous vous dites peut-être « Ah, ça va être long, il va falloir que je rencontre le chercheur, il va me poser des questions, ou encore, il va falloir que je réponde au questionnaire. » Mais c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour aider les organisations dans leur gestion, puis leur transformation et tout ça. Donc, vous pouvez participer vous-même à des projets de recherche, puis vous pouvez, comme je vous disais, aussi venir proposer des projets de recherche auxquels vous aimeriez participer. Donc, quelques exemples, là, justement, le projet sur le télétravail, où là, c'était un sondage en ligne à remplir. Patrick vous parlait tout à l'heure de son étude Delphi qu'il a fait avec des praticiens de l'open source. Donc, il leur a demandé de générer des listes de croyances, de fausses croyances que les chercheurs ont sur l'open source. Puis, il est arrivé, peut-être tu peux en parler un peu, Patrick? Oui, en fait, c'est arrivé justement à différents constats qui grâce à l'étude, on a réussi à faire, je vous dirais, rapprocher là, un certain ranking, un certain classement, à savoir les situations qu'on cherchait par rapport à l'open source. Puis, un des points que je rajouterais à ce que le professeur Marsan vient de dire par rapport à participer à des études, dans mon cas à moi, dépendamment de la technique qui est utilisée, il faut comprendre que les participants à l'étude, eux-mêmes dans le domaine, en participant, ont accès à des résultats, à des informations bien avant tout le monde.
le fait de participer à l'étude, voir les différentes facettes, ils ont vu des résultats intermédiaires, puis ça leur dit que ça leur donne une avance sur le domaine. Oui, ça leur donne une avance sur le domaine. Donc, ils sont partie prenante de tout ça, à la fois comme les gens qui donnent l'information, mais pour eux aussi, dans leur contexte, ça leur intéresse à voir certains résultats. Mais ce qui était bien justement dans cette technique-là, puis d'ailleurs, il y avait quelqu'un au Québec, dans un des ministères, c'est que la participation avec les techniques, les gens ont, écoutez, ça s'est passé même en temps de COVID, à distance, dans tout ce qu'on sait comme ajustement. Mais les gens continuent à participer, à s'intéresser aux résultats, puis à nous, à garder le momentum justement de la recherche, puis des résultats qui sont à la fois très pratiques parce qu'ils visent au final à contribuer puis à aider des gens en recherche, mais aussi dans la pratique. Donc, des bénéfices pour tout le monde, en fait. Puis, ça arrive aussi qu'on observe quelque chose, hein, une organisation qui est très bonne en business process management, par exemple, puis là, on se dit, wow, cette organisation-là semble exemplaire, ben on aimerait aller étudier comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les bons coups, les moins bons coups, pour pouvoir rapporter ces résultats-là aussi après à d'autres qui voudraient se lancer peut-être dans le business process management. Donc, on approche parfois des organisations aussi parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant là, à aller étudier puis partager. Donc, un exemple, là, le CHU de Québec avait implanté CrystalNet, hein, qui est un dossier médical électronique open source. Puis, nous, dans ce temps-là, j'étais à HEC Montréal, puis on les regardait aller, puis on se disait, wow, tu sais, ils sont dans les premiers à implanter des gros logiciels comme ça, open source. Il faut qu'on aille comprendre qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. On les a approchés, on a interviewé à peu près tout le monde dans le département informatique, on a interviewé des utilisateurs et tout ça. On a écrit un article scientifique sur la base de ces résultats-là. On leur a fait lire, puis ils ont trouvé ça hyper intéressant. Ils ont dit jamais aucun d'entre nous avait eu l'histoire complète de cette implantation-là puis de ce développement-là. Chacun avait le petit bout de son histoire dans sa tête. Puis là, nous, on a raconté l'histoire complète. Puis ils ont dit, mais mon Dieu, on est donc bien extraordinaire. On n'avait pas réalisé jusqu'à quel point on était si bon. On le savait, mais là, on l'a par écrit, là, on le voit, là. Puis ils étaient très fiers de ça, puis ils partageaient l'article avec d'autres. Hein. Donc, souvent, de participer à un projet, comme Patrick disait, on apprend sur soi-même, puis on apprend sur ce qui se passe aussi. Donc, ça peut être très, très révélateur pour des organisations là, de participer à des projets. On a le contrat de recherche. Donc là, comme je vous dis, une organisation qui nous approche avec une question très précise, puis qui nous demande est-ce que vous pouvez nous aider? Ben là, comme je vous dis, si on a l'expertise, qu'on a le temps, on le fait. Donc, on signe un contrat, puis c'est des ententes types là, qui sont signées. Et souvent, on va embaucher des étudiants pour travailler sur ces contrats-là. Donc, souvent, c'est un étudiant, un professeur. Les contrats peuvent être très courts, hein, ça peut être quelques mois, mais on peut y aller aussi avec des projets de beaucoup plus grande envergure qui s'échelonnent sur des mois ou même des années. Là, vous entendez mon chat qui miaule et qui joue avec sa balle peut-être. Je suis désolée, on est en télétravail encore. Donc, contrat de recherche pour des questions vraiment très précises et parfois, on veut pas nécessairement, l'entreprise veut pas nécessairement que les résultats sortent par la suite, qu'ils soient diffusés ou partagés. Puis, c'est correct. On respecte ça aussi. Donc, ça ressemble plus à de la consultation, le contrat de recherche, je dirais. Accompagnement, consultation. Puis finalement, le parrainage, partenariat de recherche, comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est souvent, ça va être un donateur. Hein, donc, on a des diplômés, par exemple, qui ont eu des grandes carrières, qui ont parti leur entreprise, qui l'ont revendue, puis là, finalement, ils sont un peu indépendants de fortune, puis qui décident de faire des dons pour des centres de recherche, des groupes de recherche, des chaires de recherche. Ou encore là, des entreprises, hein, donc comme GFT qui l'a fait récemment, mais aussi des ministères, là, on en a des partenariats actuellement avec des ministères, on en a aussi qui sont en discussion, donc ça peut être intéressant aussi si on veut, on est plus dans la philanthropie ici, là. Donc, on vient faire un don
un centre. Mais comme je vous dis, on est quand même impliqué par la suite en tant qu'organisation sur le comité de direction de ces centres-là. Donc, ben voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que c'est intéressant, que je ne vous ai pas endormi en ce... Non, pas du tout. Très intéressant. Oui. Ça rapproche les mondes, en fait. Je crois que on aurait pu croire que un centre de recherche est, oui, dans la théorie et pas proche des communautés, mais c'est le contraire. Oui. Et là, on voit avec toute cette volonté de vulgarisation et aussi tout l'accès que tu nous as démontré ce soir. Souvent, on est parachuté dans des mandats et on ne sait pas trop par où commencer et où chercher. Oui, Google, mais là, moi, c'est vraiment des études sourcées et vérifier, ce qui n'est pas toujours le cas de ce qu'on trouve. Et c'est ce qu'on a pu voir ce soir. Je pense que c'est vraiment une richesse de savoir s'y retrouver puis de pouvoir y avoir accès. Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a appris ce soir. C'est marrant, pour faire des pouces dessus, c'est marrant comment on se complète bien. Oui. Puis Patrick en est l'exemple parfait, là. Il utilise dans sa thèse une technique qu'il réutilise ensuite dans un mandat d'analyse d'affaires. Puis c'est vraiment... En tout cas, moi, tous, là, si vous voulez faire un doctorat ou une maîtrise recherche, là, moi, les analyses d'affaires, là, je trouve que c'est super. Okay, c'est noté. C'est noté, en tout cas. Un autre des constats importants que j'ai fait, puis vous me faites réaliser, c'est que malgré qu'on voudrait être plus loin puis en avant de la parade, je ne vous cacherai pas que dans la transformation numérique de nos organisations, je vais parler du Québec, on n'est pas les derniers, mais on n'est pas les premiers non plus. Désolé d'en parler, parce que quand on regarde dans le volet mondial, c'est là que tu te rends compte que bien des facettes de nos technologies qu'on veut implanter ou de transformation qu'on veut faire, il y a des pays qui sont en avance sur nous là-dessus. Alors, on se donne souvent l'Estonie, mais les pays scandinaves, il y a plein de pays. Puis, lorsqu'on commence à lire, on se rend compte que les projets que nous, on fait, puis dont, que ce soit analyste d'affaires ou architecte d'affaires ou bien des choses, par rapport à des plus-values, par rapport à différentes choses, ben, ça a été fait d'ailleurs et c'est documenté. Donc, le fait de ne pas être en avant de la parade, ça a quand même un avantage du fait qu'il y a des retours sur investissement ou des cas vécus qui sont documentés, puis c'est les mêmes défis qu'on fait face nous, par rapport à un gouvernement, par rapport à nos entreprises. Mais ces retours d'expérience-là sont dans les papiers scientifiques. Donc, pourquoi pas s'en servir comme résultat? Parce que souvent, c'est ce qu'on va vivre nous aussi. Donc, ça a cet avantage-là aussi. Mais il y a bien d'autres gens qui essaient d'implanter les mêmes technologies et faire les transformations qu'on fait actuellement au Québec. En effet. Ouais. Et moi, je peux juste dire là que j'ai surtout ce que je retiens. Enfin, je retiens beaucoup de choses, mais une des choses une expression que je vais garder, c'est la recherche, la gestion basée sur la preuve scientifique. C'est ça. Donc, on connaissait la gestion basée sur les données, la gestion basée sur la preuve scientifique. C'est vrai que ça a l'air très intéressant là de pouvoir aller utiliser des études, des travaux de recherche ou même provoquer des recherches ad hoc pour prendre des décisions de gestionnaire. Là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Oui, bien, je pense que déjà, là, si on fait juste ça, là, nous, on crée de la connaissance qui va vous être utile, on s'assure de ça. Ça, c'est déjà bien. Puis là, ensuite, ben, que vous l'utilisiez, puis que vous puissiez gérer de manière encore plus éclairée que ce que vous faisiez avant, justement, avec des données que vous aviez là, sur l'organisation ou ça vient compléter, en fait. Oui, puis c'est le premier niveau, je dirais. Là. Une fois, déjà, si on fait ça, là, si on partage les connaissances puis que vous les utilisez, c'est déjà... moi, en tout cas, je me dis, même si on ne se rend pas aux autres échelons, là, ça sera déjà ça. Mission accomplie. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est phénoménal.
J'en savais un bout, mais j'ai appris pas mal de choses ce soir. J'en savais un bout parce que j'allais aux journées, aux après-midi conférences. Et donc, j'avais eu le plaisir de voir Patrick, Patrick Marois, Patrick Tavera. Et puis, on avait même invité Patrick Tavera à un de nos colloques pour venir présenter justement son retour d'expérience. Là, il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Je pense que tu nous as beaucoup appris ce soir. Tant mieux. Josiane, merci de l'invitation. D'avoir accepté le défi. Merci à Patrick aussi pour la co-présentation. Merci Patrick, tout à fait. Ouais. Merci. Non, mais oui. Je te passe la parole. Merci Marie-Laure. Merci, oui, Josiane et Patrick, d'avoir brisé en quelque sorte notre solitude parce que parfois, on se sent seul dans nos réflexions d'architecte et d'analyste d'affaires alors qu'on se rend compte qu'à travers vous, on est branché sur le monde et sur un monde très bien documenté et un monde scientifique, en fait. Merci beaucoup. Merci pour cette soirée très, très riche. Et je vais demander à Ginette, qui est notre VP Expérience, de nous faire le point sur comment tu as vécu la soirée et ces constats qu'on a fait ensemble ce soir. Oui, merci Manon, exact. Je voulais avoir un petit mot à Josiane pour Josiane, parce que Josiane, merci énormément. Je ne connaissais pas le CERTIA, puis je trouve super intéressant. C'est une richesse d'informations que tu nous as présentées ce soir. Effectivement, puis le beau parallèle qui existe entre l'analyse d'affaires et la recherche, c'est extraordinaire. C'est une belle complémentarité et c'est un cercle qui devrait être continu dans les échanges. Vous faites les recherches, on les applique, ensuite on revient en plus. Ben oui, avec le retour c'est ça. C'est clair là, que c'est ça qu'on devrait faire tout le temps, là, s'écouter les uns les autres, puis collaborer. Ouais. Tout à fait. Bravo. J'ai pris beaucoup de notes, là, puis super intéressant de comprendre justement que la démarche et la technique est similaire entre la recherche et l'analyse d'affaires. Patrick aussi, merci énormément. Tes 5 points, Patrick, je les ai nommés, puis je trouve ça super intéressant. Ça a bien aussi démontré tout l'avantage d'aller chercher ces deux parallèles-là. Puis je crois que pour les analyses d'affaires, ça amène une suite et comme une compétence supplémentaire pour eux. Je trouve ça très intéressant, là, comme ça vient renforcer justement le domaine en soi. Pour moi, c'est comme des vases communicants, justement, qui est entre les deux, la recherche et l'analyse d'affaires. Très intéressant, très intéressant. Moi, j'ai adoré la présentation ce soir. Ah, merci, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois, on se dit, on veut briser les solitudes, mais des fois, c'est difficile là, de faire le lien. Là. Donc, tant mieux si vous avez senti que, justement, on se tend la main. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tout le monde est gagnant. C'est une relation gagnant-gagnant. En tout cas, tu l'as fait avec brio. Oui, merci. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil. Alors, c'est ainsi que se termine la soirée. Pour ceux qui veulent rester pour faire un petit débriefing, continuer le réseautage. Et puis, j'inviterai Josiane et Patrick à rester parce qu'on a quelque chose à vous remettre, comme à chaque rencontre, pour vous remercier d'avoir pris du temps ce soir pour venir partager avec nous. Alors, bonne fin de soirée à tous.